Bonjour, je m'appelle Nathan Whittaker. Je suis soldat dans l'armée américaine et actuellement stationné sur une petite base en périphérie de la Virginie. Si vous me posez des questions sur ma famille, je vous dirai que c'est une longue histoire, pleine de conflits et de silences, que je ne suis pas sûr de vouloir revisiter. Mais si vous étiez assis avec moi dans cette modeste pièce louée, avec une vieille table en bois et le sifflement du vent à travers l'encadrement de la fenêtre, je vous conseillerais de ne pas vous vanter ni de vous plaindre. Simplement pour que vous compreniez pourquoi je me trouve ici, dans un monde auquel je n'ai jamais vraiment appartenu. Je suis né à Greenwich, dans le Connecticut, une ville que l'on appelle souvent le paradis de l'élite. Des rues bordées d'arbres, des maisons aux allures de manoirs et des Rolls-Royce qui se croisent comme si c'était la chose la plus ordinaire. Ma famille, les Whittaker, faisait partie de ce tableau. Mon père, Robert Whittaker, possédait un portefeuille immobilier hérité de mon grand-père, James Whittaker, fondateur de Whittaker Holdings, un important conglomérat d'investissement et d'immobilier du nord-est des États-Unis. Mon grand-père était une légende, du moins à mes yeux. Né dans la pauvreté, il a grandi dans une maison en bois branlante de la banlieue de Boston, où les hivers étaient si froids que l'eau des canalisations gelait. À partir de rien, il a bâti un empire, non par chance, mais par discipline, intelligence et une volonté de faire. Il m'a dit un jour, alors que j'étais encore un petit garçon, assis sur ses genoux dans une bibliothèque emplie de l'odeur des vieux livres, « Nathan, l'argent n'est qu'un outil. La vraie valeur réside dans la façon dont on l'utilise. » Je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris à l'époque, mais ces mots se sont gravés dans mon esprit comme une graine prête à germer. Mais voilà l'histoire de mon grand-père. Mon père, Robert, et son jeune frère, oncle Harold, étaient une autre histoire. Ils n'étaient pas comme grand-père. Mon père vivait et dépensait son argent comme s'il poussait sur des arbres. Fêtes somptueuses, vacances en jet privé, costumes sur mesure taillés à Londres, tout cela pour préserver son image parmi l'élite. Oncle Harold n'était pas différent. Je me souviens qu'à 10 ans, il est arrivé chez nous dans une Ferrari flambant neuve, l'a garé dans l'allée et m'a interpellé, et, Nathan, regarde ça. C'est ça la vie. Je suis resté planté là, un livre d'astronomie à la main, à regarder la voiture briller au soleil, me demandant si c'était vraiment ce que grand-père avait voulu. Mon père et mon oncle ne dirigeaient pas Whittaker Holdings avec le moindre sérieux. Ils ont vendu des actions, détourné l'argent de l'entreprise pour leurs dépenses personnelles, et peu à peu l'empire bâti par grand-père a commencé à s'effondrer, mais ils s'en fichaient. Pour eux, le prestige était primordial, et le prestige s'achetait avec des fêtes et des photos de magazines. Ma famille est composée de 3 frères et sœurs. Je suis le plus jeune. Mon frère aîné, Mike, de 4 ans mon aîné, vit à Soho, à Manhattan. C'est le genre de type qu'on croise dans les bars chics, au volant d'une Porsche rouge. Toujours avec une belle femme à ses côtés. Mike aime me surnommer le pauvre soldat à chaque fois qu'on se voit. Généralement, à Noël ou pour l'anniversaire de papa, il rit aux éclats, me tape sur l'épaule et me dit « Nathan, tu devrais laisser tomber ce boulot de soldat. Gagne de l'argent comme moi. » Je ne réponds jamais, non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que je sais que derrière ce sourire, Mike vit des aumônes familiales, de l'argent que papa lui donne pour financer son train de vie fastueux. Et puis il y a ma sœur aînée, Lily, de 2 ans mon aînée, qui vit à Los Angeles. C'est une influenceuse qui publie des articles sur sa vie glamour sur Instagram, ses vacances aux Maldives, ses sacs à cheveux emmêlés, ses dîners dans des restaurants étoilés. Mais je connais la vérité. Lily vit sur ses dettes de carte de crédit. Elle appelle papa tous les mois pour lui demander plus d'argent, et il la gâte toujours. Une fois, elle m'a appelé, la voix pleine de condescendance. Nathan, tu devrais apprendre à profiter un peu de la vie. Vivre si misérablement, grand-père serait tellement déçu. J'ai juste souri et dit, Lily, je vis à ma façon. Continue à vivre à la tienne. Elle a ri, pensant que je plaisantais, mais je n'ai pas pris la peine de lui expliquer. Se disputer avec Lily, c'est comme essayer de convaincre une étoile qu'elle ne brille pas. Quant à moi, je suis le cadet de la famille, le mouton noir dont tout le monde se moque. Dès mon plus jeune âge, j'étais différent. Tandis que Mike et Lily adoraient les fêtes et les dîners raffinés avec du vin cher, j'étais dans ma chambre à lire des livres sur l'univers ou à étudier le fonctionnement de la bourse. Je me fichais des vêtements de marquer des fêtes bruyantes. J'aimais m'asseoir sur le toit de la maison de ma grand-mère à Stanford, à contempler le ciel nocturne et à m'imaginer parmi les étoiles. Le reste de la famille m'appelait le bizarre, le rat de bibliothèque. Un jour, mon père a soupiré, m'a regardé et m'a dit, Nathan, tu devrais être plus réaliste.
mais leur réalité n'était pas la mienne. Grand-père était le seul à me comprendre. Il m'entraînait à la bibliothèque, me montrait des livres de philosophie et d'économie, et me racontait sa jeunesse. Lorsqu'il travaillait 16 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne se vantait jamais, mais chaque histoire était une leçon. À sa mort, je n'avais que 10 ans. C'était la première fois que j'avais l'impression que le monde s'écroulait. Il était le seul de la famille à me donner un sentiment d'appartenance. Après ses funérailles, j'ai retrouvé une lettre qu'il m'avait écrite, cachée dans un vieux livre. Nathan, tu as un feu dans le cœur. Ne laisse personne l'éteindre. Sois fidèle à toi-même, et un jour, tu montreras au monde un autre regard sur toi. Je garde cette lettre avec moi comme un souvenir, une torche qui éclaire mes jours les plus sombres. Ma famille n'est pas pauvre. Au contraire, nous sommes riches, du moins en apparence. Whittaker Holdings possédait autrefois des dizaines d'immeubles à Manhattan, dans le Connecticut et à Boston. Mais cette richesse s'amenuise peu à peu. Papa et oncle Harold vendent leurs biens pour financer leur train de vie extravagant. Ils n'investissent pas, ne construisent pas, se contentent de dépenser. Mike et Lily sont pareils, vivant dans la lueur déclinante du passé, tandis que moi, le cadet négligé, j'ai choisi une voie différente. Je ne voulais pas être comme eux. Je voulais être comme grand-père, un homme qui vivait selon des principes, avec persévérance et une conviction profonde que la vraie valeur ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que l'on construit. J'ai grandi dans la solitude. À l'école, je n'avais pas beaucoup d'amis. Je n'étais pas doué pour les relations sociales. Je ne savais pas comment m'intégrer parmi des enfants qui ne s'intéressaient qu'à exhiber leurs nouvelles baskets ou à des vacances en Europe. Je préférais m'asseoir seul à la bibliothèque et lire des ouvrages sur des gens comme Benjamin Graham ou Warren Buffett qui ont transformé l'intelligence et la discipline en richesse. J'adorais contempler le ciel nocturne et me demander s'il existait un endroit où j'appartenais vraiment. Mais je n'ai jamais laissé cette solitude me vaincre. J'ai appris à la transformer en force. Chaque fois que Mike se moquait de moi, chaque fois que Lily me ricanait, je restais silencieuse. Non pas par faiblesse, mais parce que je savais qu'un jour je leur prouverais qu'ils avaient tort. À 16 ans, mes parents ont divorcé. Ce fut une histoire compliquée et dramatique, relayée par les tabloïds, avec des accusations qui fusent. Mon père avait une nouvelle maîtresse, une femme de 20 ans sa cadette. Ma mère aussi a commencé à fréquenter un riche avocat new-yorkais. Je ne veux pas trop parler de ma mère. C'est elle qui m'a donné naissance, mais c'est aussi elle qui m'a fait le plus souffrir. Sa façon de me traiter, son regard, me donnait l'impression de ne pas être son enfant. Alors, après le divorce, je ne voulais vivre avec aucun d'eux. Je ne voulais pas rester à Greenwich, où tout semblait faux, où les gens me voyaient comme une ratée simplement parce que je ne courais pas après les projecteurs. J'ai décidé d'emménager chez ma grand-mère, Evelyn Whittaker, à Stanford. C'était une femme stricte mais aimante, fidèle à l'esprit de grand-père. Elle ne se laissait jamais impressionner, ne se vantait jamais. Elle m'a appris à plier soigneusement mes couvertures chaque matin, à économiser chaque centime et à chérir les petites choses de la vie. Un repas maison, une soirée tranquille sous un ciel étoilé. Le temps passé avec elle a façonné qui je suis. Elle me racontait des histoires sur grand-père, l'époque où il travaillait dans une aciérie pour payer ses études. Elle m'a appris que la discipline est la base de toute réussite. Que la gratitude est le seul moyen de vivre une vie pleine de sens. Nathan, a-t-elle dit un jour, la vie n'est pas une course pour devenir le plus riche. C'est une course pour devenir la meilleure version de soi-même. J'ai porté ces mots avec moi comme une boussole alors que j'entamais le prochain chapitre de ma vie. À 18 ans, je me tenais devant les portes de l'Académie militaire américaine de West Point, une petite valise à la main, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être une échappatoire, un moyen de quitter Greenwich, les regards moqueurs de ma famille, et de prouver que je pouvais voler de mes propres ailes. West Point n'était pas un endroit pour les faibles. Ces premiers jours ont failli me briser. Les matins commençaient à 5 heures avec les cris des commandants et un entraînement physique qui me laissait le corps endolori. Je me souviens des nuits allongées sur un lit superposé dans le dortoir, les yeux rivés au plafond, me demandant si j'aurais la force de continuer. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je pensais à mon grand-père, à ses mains calleuses, bâtissant Whittaker Holdings à partir de rien. S'il y était parvenu, je devais le faire aussi. L'armée m'a appris des choses que Greenwich n'aurait jamais pu faire. La discipline. Pas celle qu'on lit dans les livres, mais celle qui imprègne chaque pas, chaque salut,
chaque instant où l'on place l'équipe au-dessus de soi. J'ai appris à contrôler mes émotions, à tenir bon sous la pression et à trouver la lumière dans les jours les plus sombres. Mais la leçon la plus importante que l'armée m'ait enseignée, c'est la valeur de la persévérance. Il y avait des séances d'entraînement qui duraient des heures sous la pluie, mes bottes trempées et mes mains tremblantes de froid. Il y avait des nuits où je restais éveillé à étudier la tactique pendant que mes camarades dormaient profondément. Mais je ne me plaignais jamais. Je savais que chaque goutte de sueur, chaque nuit tardive était un pas vers la personne que je voulais être. Après avoir obtenu mon diplôme de West Point, j'ai été affecté à l'armée américaine, stationné sur une base à Fort Bragg, en Caroline du Nord. La vie militaire n'était pas glamour. Je vivais dans une petite chambre avec un lit simple, un bureau en bois et un placard juste assez grand pour mes uniformes et quelques vêtements civils. Mon salaire était modeste, mais je n'avais pas besoin de grand-chose. J'avais appris de ma grand-mère à vivre simplement. Un repas modeste, un vieux pick-up et un livre suffisaient à me satisfaire. Mais au fond, j'avais une ambition plus grande. Je voulais construire quelque chose. Non pas pour me mettre en valeur, mais pour prouver que je pouvais perpétuer l'héritage de mon grand-père à ma façon. À 24 ans, un événement a tout changé, ma grand-mère est décédée. J'ai appris la nouvelle lors d'un entraînement à la base. J'ai demandé un congé et me suis rendu à Stanford ce soir-là, le cœur lourd. Elle était la dernière personne de ma famille à me comprendre vraiment, la seule à ne jamais me regarder avec déception. Ses funérailles se sont déroulées dans le calme, sans articles tapageurs ni discours grandiloquents. Mon père était présent, mais il est parti au bout de quelques heures. Mike et Lily ont envoyé des fleurs, mais ne sont pas venus. Je suis resté seul près de son cercueil, contemplant une dernière fois son visage bienveillant, et j'ai juré de vivre d'une manière qui la rendrait fière. Quelques semaines plus tard, son avocat m'a convoqué à son cabinet de Stanford. Il m'a remis une épaisse enveloppe contenant une lettre manuscrite d'elle et des documents pour un fonds fiduciaire. Elle m'avait laissé $1 million, une somme indépendante de la volonté de mon père. Sa lettre était brève, mais chaque mot était profondément blessant. Nathan, ce n'est pas un cadeau à dépenser. C'est un défi de prouver qui l'on est. Fais fructifier cet argent grâce à ta sagesse et à tes principes, mais n'oublie jamais pourquoi il te l'a été. J'ai lu cette lettre encore et encore, des larmes coulant silencieusement sur la page. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était sa confiance en moi, l'héritage qu'elle et mon grand-père m'avaient laissé. Je ne me suis pas précipité. Je ne me suis pas précipité pour acheter une voiture de luxe ou un appartement à Manhattan, comme Mike ou Lily l'auraient fait. Au lieu de cela, j'ai passé des nuits à étudier. J'ai lu tous les livres de finance que je pouvais trouver, de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham à Security Analysis de David Dodd. J'ai étudié les ETF, les actions et les obligations. J'ai appris à analyser les états financiers, à évaluer les entreprises et à prédire les tendances du marché. Je n'étais pas un génie. Il y avait des nuits où je veillais jusqu'à 3 heures du matin, les yeux brûlants à force de fixer un écran d'ordinateur pour essayer de comprendre pourquoi une action s'effondrait ou un fonds bondissait, de manière inattendue. Mais je n'ai pas abandonné. Je savais que chaque minute passée à apprendre me permettait de m'éloigner de l'ombre de ma famille. J'ai commencé à investir. Au début, j'ai joué la sécurité. Les ETF qui suivaient le S&P 500, les actions et les entreprises de défense comme Lockheed Martin, des secteurs que je connaissais grâce à mon travail. J'ai aussi pris des risques. Investir dans des startups de technologie propre, des entreprises qui tentent de changer le monde grâce aux énergies renouvelables. Je n'ai pas investi pour m'enrichir rapidement. J'ai investi pour construire, créer quelque chose de durable. Chaque mois, je mettais de côté une partie de mon salaire de soldat pour enrichir mon portefeuille. Je n'ai pas fait de folie. Mon vieux pick-up fonctionnait encore parfaitement. Mon appartement de location me suffisait, et je n'avais pas besoin de fêtes fastueuses pour me sentir précieux. À 32 ans, ma fortune avait dépassé les $50 millions. Ce chiffre me paraissait irréel, même à moi. Je n'en ai jamais parlé à personne, ni à mon père, ni à Mike, ni à Lily. J'allais toujours travailler tous les jours, je portais mon uniforme, j'accomplissais mes devoirs et je vivais comme un simple soldat. Je ne voulais pas que quiconque le sache, non pas par crainte de leur jalousie, mais parce que je n'avais pas besoin de leur validation. Je n'avais pas fait ça pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour me le prouver à moi-même, à mon grand-père et à ma grand-mère. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'un jour la vérité éclaterait. Non pas par envie de me vanter,
mais parce que la vie a le don de tout révéler. Tandis que je construisais discrètement mon avenir, ma famille s'enfonçait encore plus dans la ruine. Mon père et mon oncle Harold, incapables d'entretenir leur somptueuse demeure de Greenwich, les vendirent pour payer leurs dettes et emménagèrent dans des appartements loués dans un complexe huppé de Tribeca, à Manhattan. Mike et Lily, qui vivaient autrefois dans de luxueuses maisons privées, connurent le même sort. Mike dépensa son argent de poche en voiture et en fêtes, finissant par vendre son appartement de Soho pour payer ses dettes. Lily, croulant sous les dettes de cartes de crédit dues à son image glamour sur les réseaux sociaux, n'eut d'autre choix que de déménager à Tribeca, où ils occupèrent le même immeuble que papa et mon oncle Harold. Ils louèrent des appartements coûteux, essayant de préserver leur façade d'élite. Mais je connaissais la vérité, ils vivaient sur leurs derniers dollars, s'accrochant à des illusions de richesse depuis longtemps disparues. Un jour, lors d'une permission, je rendis visite à mon père à Tribeca. Son appartement était en étage élevé, avec des baies vitrées donnant sur les toits de Manhattan. Il était assis dans un fauteuil en cuir, sirotant un whisky, et me parla avec déception. « Nathan, tu devrais trouver un meilleur travail. À quoi sert un soldat? Regarde Mike et Lily. Ils savent vivre. » Je le regardai, ne dis rien et hochai la tête. Je ne voulais pas discuter, mais en quittant l'appartement, j'entendis le rire bruyant de Lily depuis l'appartement d'un accent grave côté, diffusé en direct sur Instagram, exhibant un nouveau sac qu'elle avait acheté avec de l'argent emprunté. Mike passa devant l'immeuble au volant de sa vieille Porsche, s'arrêtant pour prendre des photos comme s'il était encore un playboy flamboyant. Je sortis discrètement, montai dans mon pick-up et partis. Ils ignoraient que j'avais amassé en silence une fortune qu'ils ne pouvaient imaginer. Un soir, assis dans mon petit appartement, j'observais le ciel nocturne par la fenêtre. Je tenais la lettre de ma grand-mère, relisant les mots jaunis. « Fais fructifier cet argent grâce à ta sagesse et à tes principes. » Je souris. J'y étais parvenu, non seulement grâce à l'argent sur mon compte, mais aussi parce que j'avais vécu fidèlement à ce qu'elle m'avait appris. Mais je savais que mon voyage n'était pas terminé. Ma famille vivait encore dans ses illusions. Elle me considérait encore comme le pauvre soldat, le paria. Je ne les blâmais pas, mais je n'allais pas non plus les laisser vivre éternellement dans cette illusion. Je n'aurais jamais cru voir le jour où la famille Whittaker, autrefois si fière de son nom, tomberait si bas. Mais à 35 ans, assise dans mon modeste appartement de Virginie, contemplant le ciel nocturne par la fenêtre, je savais que leur déclin n'était pas surprenant. Il avait commencé bien longtemps auparavant, lorsque mon père et mon oncle Harold avaient vendu une partie de l'héritage de mon grand-père pour financer leur train de vie fastueux. Quand Mike et Lily dépensaient comme si l'argent ne viendrait jamais à manquer, ils vivaient dans un monde d'illusions où le prestige des noms Whittaker les aveuglait sur la réalité, ils étaient en train de tout perdre. J'ai entendu parler de ma famille par de vieilles connaissances, par des bribes d'informations dans les journaux et par les rares messages qu'ils m'envoyaient. Mon père et mon oncle Harold avaient vendu presque tous les biens laissés par mon grand-père. Les demeures de Greenwich où j'ai grandi appartiennent désormais à d'autres familles. Les immeubles de bureaux de Manhattan où mon grand-père travaillait autrefois ont été hypothéqués ou vendus à bas prix pour rembourser des dettes. Whittaker Holdings, le conglomérat que mon grand-père avait bâti de toutes pièces, n'était plus que l'ombre de lui-même, la plupart des actions étant aux mains d'investisseurs extérieurs. Mon père n'était plus président de l'entreprise. Il avait démissionné depuis longtemps, laissant derrière lui une équipe de direction chaotique et une réputation en berne. Il n'avait plus d'autre choix que la résidence haut de gamme de Tribeca, à Manhattan. Je l'ai appris par un vieil ami qui avait travaillé pour Whittaker Holdings. « Nathan » m'a-t-il dit au téléphone, la voix teintée d'incrédulité. « Savais-tu que toute ta famille, ton père, ton oncle Harold, Mike et Lily louent des appartements à Tribeca? Ils vivent comme s'ils étaient encore milliardaires, mais tout le monde sait qu'ils ont vendu leur maison. » J'ai hoché la tête en silence, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Je n'étais pas surpris. C'était la conséquence inévitable d'années passées à vivre sans penser à demain. Mon père louait un penthouse avec des fenêtres donnant sur les gratte-ciel de Manhattan. Oncle Harold habitait un étage en dessous, dans un appartement plus petit, mais toujours exorbitant. Mike et Lily, après avoir vendu leurs appartements à Soho et à Los Angeles, ont emménagé dans le même immeuble. Ils survivaient grâce à des prêts et aux dernières aides de leur père. Tandis que ma famille sombrait dans ses illusions, je continuais à construire mon chemin, tranquillement mais résolument. Ma fortune, qui dépassait désormais largement les 50 millions de dollars, était le fruit de 10 années de discipline et d'apprentissage. Je n'ai jamais cessé d'investir.
J'ai investi dans des ETF stables, des actions de défense et des startups de technologie propre, convaincu de pouvoir changer le monde. Un jour, j'ai investi dans une entreprise développant des batteries d'énergie renouvelable, attiré par un article sur son fondateur, un jeune ingénieur qui, comme mon grand-père, a grandi dans la pauvreté. La valeur de cette entreprise a ensuite triplé, et j'ai souri, non pas pour l'argent, mais parce que je savais que je faisais les choses bien. J'ai également commencé à explorer l'immobilier, le secteur autrefois dominé par mon grand-père. Je ne voulais pas acheter des immeubles uniquement pour le profit. Je voulais récupérer petit à petit ce que ma famille avait perdu. Un jour, j'ai reçu un appel d'un agent immobilier new-yorkais. Nathan, il y a un terrain en périphérie de la Virginie, près de chez toi. Il est bon marché car le promoteur est en difficulté. Tu veux y jeter un œil? Je l'ai étudié attentivement, passant des nuits à analyser des données, et j'ai finalement décidé d'acheter. C'était ma première transaction immobilière, et une fois le projet terminé, une petite résidence avec des logements abordables, j'ai ressenti une fierté qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. J'avais construit quelque chose, comme mon grand-père l'avait fait autrefois. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à chercher de meilleures opportunités, surtout à Manhattan. Je savais qu'un jour, je ferais face à ma famille, non pas en parole, mais en acte. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste qu'ils comprennent que la vraie valeur ne réside pas dans les appartements loués, les photos Instagram ou les vantardises. La valeur réside dans ce que l'on construit, ce à quoi on s'accroche, même lorsque le monde nous tourne le dos. Je voulais juste qu'ils comprennent que la vraie valeur ne réside pas dans les appartements loués, les photos Instagram ou les vantardises. La valeur réside dans ce que l'on construit, ce à quoi on s'accroche, même quand le monde nous tourne le dos. À l'hiver de mes 36 ans, j'ai décidé d'investir davantage dans l'immobilier. Non pas pour concurrencer qui que ce soit, mais pour récupérer à ma façon ce que ma famille avait perdu. Pendant des mois, j'avais étudié en silence le marché de Manhattan, à la recherche d'opportunités que d'autres négligeaient. Un jour, mon ancien conseiller financier new-yorkais m'a appelé, la voix débordante d'enthousiasme. Nathan, voilà une belle opportunité. La résidence haut de gamme de Tribeca, où ton père et ton oncle louent, est à vendre. Les promoteurs sont en difficulté financière. Ils doivent vendre vite. Je suis resté assis en silence, absorbant chaque détail. Cet immeuble n'était pas qu'une simple propriété. C'était là que toute ma famille, mon père, mon oncle Harold, Mike et Lily, vivaient, affichant leur style de vie élitiste tout en croulant sous les dettes. Je savais que ce n'était pas qu'une affaire. C'était l'occasion de leur rappeler leur vraie valeur. J'ai travaillé jour et nuit à rencontrer des investisseurs, des avocats et des banques. Je ne voulais pas juste une partie. Je voulais posséder le complexe entier. Après 3 mois d'intenses négociations, j'ai conclu l'affaire. J'ai acheté l'immeuble plus cher que prévu, mais peu m'importait. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Il s'agissait de récupérer l'héritage de mon grand-père, pierre par pierre. J'ai gardé le secret, n'en parlant à personne dans la famille. Je voulais qu'ils le ressentent, qu'ils affrontent la vérité sans que je dise un mot. Noël est arrivé et, comme d'habitude, mon père a organisé une grande fête dans son appartement de Tribeca. J'ai reçu une invitation par un bref SMS de Lily. Nathan, viens à Noël. Papa veut que la famille soit réunie. Ne nous laisse pas tomber. J'ai lu le message et j'ai esquissé un léger sourire. Pour eux, être ensemble n'était qu'un prétexte pour frimer, prendre des photos pour les réseaux sociaux, perpétuer l'illusion qu'ils étaient encore les puissants Whittaker d'antan. J'ai accepté d'y assister, non pas par souci d'intégration, mais parce que je savais que ce soir-là, tout allait changer. J'ai conduit mon vieux pick-up jusqu'au parking de Tribeca, à quelques rues de là. Je portais un simple pull, un jean et mes vieilles bottes militaires. En entrant dans le hall, le lustre en cristal brillait, illuminant les murs de marbre. La réceptionniste a acquiescé poliment, ignorant que j'étais la nouvelle propriétaire. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 30e étage où se trouvait l'appartement de mon père. De la musique de Noël s'est répandue à l'intérieur, mêlée à des rires et des bavardages bruyants. J'ai pris une grande inspiration et j'ai frappé. Lily a ouvert la porte, étincelante dans sa robe à paillettes, les cheveux parfaitement ondulés. Elle m'a regardé de haut en bas, haussant un sourcil. Mon Dieu, Nathan, toujours habillé comme un pauvre soldat. Venir ici comme ça, tu n'es pas gêné? Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri et je suis entré.
L'appartement était somptueusement décoré, un sapin de Noël imposant jusqu'au plafond, drapé de lumière et de décorations dorées, une table chargée de plats d'un restaurant 5 étoiles, et du champagne coulant à flots. Mike se tenait dans un coin, un verre à la main, racontant une histoire à oncle Harold, tous deux riant aux éclats. Mon père était assis dans un fauteuil, vêtu d'un costume, tel un roi dans son royaume. Les enfants de Mike et Lily couraient dans le salon, tout paraissant parfaitement normal. Mais je savais que c'était une façade. Cet appartement, comme ceux de Mike, Lily et oncle Harold dans l'immeuble, était loué. Ils avaient vendu leurs biens et vivaient de leurs derniers dollars, mentant à eux-mêmes. Nathan, appela mon père d'une voix légèrement pâteuse. Viens ici, mon fils. Assieds-toi. Bois un verre. J'acquiesçai, pris un verre d'eau et m'assis au bord de la table. Mike se tourna vers moi et me tapa l'épaule plus fort que nécessaire. Et, soldat, tu conduis toujours ce vieux camion rouillé? Quand vas-tu vivre comme un vrai Whittaker? La salle éclata de rire, comme si la pique de Mike était un coup de génie. Lily intervint, Nathan, pourquoi ne déménages-tu pas à Tribeca? Oh, attends. Le loyer ici n'est pas donné. Avec ta solde de soldat, tu n'y arriverais jamais. Ne rêve pas trop grand. Elle rigola, jetant des regards autour d'elle pour obtenir son approbation. Je ne dis rien, sirotant mon eau, scrutant chaque personne dans la pièce du regard. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. La fête continua, rythmée par les fanfaronnades habituelles. Oncle Harold se vantait d'une transaction immobilière qu'il avait presque remportée, même si je savais qu'il avait vendu ses dernières actions Whittaker Holdings pour payer ses dettes. Mike parlait d'une nouvelle voiture qu'il prévoyait d'acheter, même si un ami commun m'avait dit que sa vieille Porsche avait été saisie. Lily s'occupait à prendre des photos, les retouchant à table pour Instagram, les légendant. Noël Whittaker, luxe et classe. Je restais assise en silence, comme si j'assistais à une pièce de théâtre où tout le monde jouait, inconsciente du changement de scénario imminent. Alors que la fête touchait à sa fin, tout le monde étant pompette, je me levai, sortis mon téléphone et appelai Tom, le gérant de l'immeuble avec qui je travaillais depuis l'achat de la maison. Complexe. Tom, dis-je calmement, je veux que tu commences à rédiger de nouveaux avis. À partir du mois prochain, double le loyer des appartements de Robert Whittaker, Harold Whittaker, Mike Whittaker et Lily Whittaker. Pas de négociation. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis Tom répondit, compris, monsieur Whittaker, je vais les préparer immédiatement. J'ai raccroché et, à ce moment-là, Lily, la plus proche de moi, m'a entendu. Elle a éclaté de rire comme si je venais de raconter une blague. Oh mon Dieu, Nathan, tu joues au propriétaire maintenant. Pour qui te prends-tu pour augmenter le loyer? Tu sais seulement à qui appartient cet immeuble? Mike intervint, la voix pleine de sarcasme. Ouais, Nathan, tu as pété les plombs. Quoi? Tu as eu une promotion dans l'armée et tu es devenu milliardaire du jour au lendemain? La salle éclata de rire à nouveau. Même mon père, qui me regarda avec un mélange de pitié et de déception. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête, leur ai dit au revoir et ai quitté l'appartement. Je n'avais pas besoin d'expliquer. La vérité parlerait d'elle-même. Le lendemain matin, alors que l'ambiance de Noël était encore palpable, une tempête grondait au complexe Tribeca. J'ai reçu un SMS de Tom confirmant que les avis avaient été envoyés à chaque appartement. J'ai imaginé la scène, le personnel de l'immeuble frappant aux portes, délivrant des enveloppes blanches impeccables avec des cachets officiels annonçant que le loyer doublerait au prochain renouvellement de bail. Pas d'exception, pas de négociation. Je savais comment mon père, mon oncle Harold, Mike et Lily réagiraient. Ils crieraient, appelaient le gérant, exigeaient de parler au propriétaire pour protester. Mais ils ignoraient que le propriétaire était assis dans un petit appartement de Virginie, sirotant du thé en relisant la lettre de sa grand-mère. Comme prévu, mon téléphone s'est mis à sonner à midi. La première, ce fut Lily. Nathan, qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes? Doubler le loyer. C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? De quel droit? Sa voix tremblait, son assurance habituelle disparut. J'ai répondu brièvement. Lily, je ne plaisante pas. Si tu veux rester, paie le loyer. Sinon, tu sais quoi faire. Elle a crié, me traitant d'égoïste avant de raccrocher. Mike a ensuite pris la parole, la voix rageuse.
Pour qui te prends-tu, Nathan? Tu crois pouvoir faire ça à ta propre famille? Je te poursuivrai en justice. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Finalement, mon père a appelé. Sa voix était lasse, presque suppliante. Nathan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu ça à ta famille? On est de sang. Tu ne peux pas nous traiter comme ça. J'ai pris une grande inspiration, la voix posée. Papa, je ne reprends pas mon honneur. Je reprends ma valeur. Si toi et les autres voulaient rester, payez le loyer comme tout le monde. Sinon, tu sais quoi faire. J'ai raccroché avant qu'il puisse en dire plus. Je ne voulais pas discuter ni m'expliquer. J'avais passé ma vie à vivre selon mes principes, et maintenant je voulais qu'ils assument les conséquences de leur choix. Les jours suivants, la famille a tenu une réunion d'urgence chez mon père. Ils m'ont envoyé des SMS, m'ont appelé, m'ont exigé des explications. J'ai refusé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un simple message au groupe familial. Je ne reprends pas mon honneur. Je reprends ma valeur. Tu peux rester si tu paies le loyer. Sinon, pars. J'ai éteint mon téléphone, les laissant se débrouiller. Je savais qu'ils ne pourraient pas payer le nouveau loyer. Ils avaient vendu leurs biens, dilapidé leur argent en bêtises. Ils n'avaient pas d'autre choix que de partir. Je n'ai pas ressenti de joie à faire ça. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Même si une petite part de moi voulait qu'ils subissent le prix de leur arrogance. Je l'ai fait parce que je voulais qu'ils comprennent. La valeur ne réside pas dans les appartements haut de gamme, les voitures de luxe ou les photos Instagram. La valeur réside dans ce que l'on construit, ce à quoi on s'accroche, ce que l'on laisse derrière soi. J'ai acheté la résidence non pas pour les expulser, mais pour leur rappeler que l'héritage de mon grand-père n'était pas quelque chose à brader, à gaspiller en excès inutiles. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai contemplé le ciel nocturne. Les étoiles scintillaient comme lorsque j'étais assis avec ma grand-mère sur le toit de Stanford. Je tenais sa lettre et la relisais. Fais fructifier cet argent grâce à ta sagesse et à tes principes. Je l'avais fait non seulement avec l'argent sur mon compte, mais en vivant fidèlement ce qu'elle et mon grand-père m'avaient appris. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. J'avais juste besoin de savoir que, quelque part, mon grand-père et ma grand-mère m'observaient et souriaient. Les jours qui ont suivi Noël, l'atmosphère à Tribeca est devenue tendue, du moins pour ma famille. Je n'étais pas là, mais Tom, le gérant de l'immeuble, m'a envoyé de brefs rapports factuels qui dressaient un tableau clair. Mon père, oncle Harold, Mike et Lily ont tenu réunion après réunion, s'efforçant de gérer les nouveaux loyers. Ils ont appelé des avocats, menacé de poursuites judiciaires, et même essayé de contacter le propriétaire, moi, par des intermédiaires. Mais j'avais demandé à Tom de garder mon identité confidentielle. Je ne voulais pas de confrontation directe, non pas par peur, mais parce que je voulais qu'ils assument les conséquences des choix qu'ils avaient faits au fil des ans. Lily a été la première à partir. Tom m'a dit qu'elle avait fait ses valises une semaine seulement après les avis de décès, emménageant dans un appartement plus petit à Brooklyn, où les loyers étaient bien moins chers. Elle a arrêté de publier des photos glamour sur Instagram. Son compte s'est tu, ne laissant apparaître que quelques messages vagues sur un nouveau départ et la recherche de soi. Je ne sais pas si elle a vraiment changé, mais j'espérais, ne serait-ce qu'un tout petit peu, qu'elle en avait tiré une leçon. Mike est parti peu après, emménageant dans un appartement à Jersey City. Il a vendu sa dernière Porsche pour rembourser ses dettes, et j'ai entendu dire qu'il travaillait pour une petite agence immobilière qui essayait de se relancer. Je ne croyais pas qu'il réussirait, non pas parce que je le baissais debout, mais parce que je savais qu'il n'avait toujours pas saisi la véritable valeur du travail acharné et de la discipline. Mon père et mon oncle Harold ont essayé de tenir plus longtemps, mais en février, ils ne pouvaient pas non plus rester. Papa a déménagé dans une maison louée dans la banlieue du Connecticut près de Greenwich, l'endroit qu'il a fièrement appelé le Royaume Whittaker. L'oncle Harold a déménagé en Floride, vivant dans une communauté de retraite budgétaire, chassant de nouveaux régimes d'investissement. J'étais certain qu'ils échoueraient. Ils ont cessé de m'appeler, ont arrêté de envoyer des SMS, ont cessé de plaider. Peut-être qu'ils étaient trop fiers. Ou peut-être qu'ils ont réalisé que je n'étais plus le pauvre soldat qu'ils avaient l'habitude de se moquer. Quelle que soit la raison, je m'en fichais. J'avais fait ce qui devait être fait. Ne pas les punir, mais pour leur rappeler que l'héritage de mon grand-père n'était pas quelque chose à gaspiller.
Je ne me suis pas arrêté au complexe Tribeca. Après cette affaire, je mets mon objectif plus haut. Whittaker Holdings, le conglomérat que mon grand-père a construit, s'était presque effondré après des années de mon père et de l'oncle Harold vendant des actions. Mais je ne voulais pas qu'il disparaisse. J'ai commencé à tendre la main aux anciens actionnaires, aux gens qui avaient travaillé avec mon grand-père et ont proposé de racheter leurs enjeux. Ce n'était pas un voyage facile. Il y avait des nuits où je me suis assis dans mon bureau de fortune, des papiers empilés haut sur le bureau, mon téléphone brûlant avec des appels de négociation. Il y avait des moments où je me demandais si j'essayais l'impossible. Mais ensuite, je penserais à mon grand-père, comment il s'est levé de rien, et je me suis poursuivi. À la fin de cette année, j'avais récupéré plus de 50% des actions de Whittaker Holdings. Je ne l'ai pas dirigé comme mon père ou mon oncle l'avaient fait. J'ai embauché une équipe professionnelle, des gens qui ont partagé ma vision de construire, pas de détruire, d'investir, pas de dépenser. Parallèlement à la relance de Whittaker Holdings, j'ai créé une fondation caritative au nom de ma grand-mère, la Fondation Evelyn Whittaker. Il s'est concentré sur l'éducation et le soutien aux jeunes issus de milieux défavorisés. Comme mon grand-père, autrefois un pauvre garçon à Boston, je ne voulais pas que la fondation soit juste un nom. Je me suis personnellement impliqué, à sélectionner des projets, à rencontrer des bénéficiaires. Une fois, j'ai visité un centre de formation professionnelle à Harlem où les élèves apprenaient à coder. Une fille pas plus âgée de 15 ans m'a regardé et m'a demandé, « Pensez-vous que je peux faire quelque chose de grand même si je n'ai rien ?» J'ai souri en pensant à mon grand-père et j'ai dit, « Vous pouvez faire quoi que ce soit si vous n'abandonnez pas. » Ses yeux se sont allumés et je savais que c'était pourquoi je faisais ça. Je n'ai pas changé mon style de vie malgré ma richesse qui dépasse tout ce que j'avais imaginé. J'ai toujours vécu dans mon petit appartement loué en Virginie, conduit ma vieille camionnette, porté des vêtements simples. Certains jours, je retournerais de la base, épuisé après une longue séance d'entraînement, et je m'asseyais avec une tasse de thé, regardant le ciel nocturne. Je n'avais pas besoin d'un Pantouse de Manhattan ou de fêtes bruyantes. J'ai trouvé la joie dans les choses simples, un bon livre, une soirée tranquille et la connaissance que je vivais fidèle à ce que mes grands-parents m'ont appris. Mais chaque jour n'était pas facile. Certaines nuits assises seul, je me demandais si j'avais été trop dur pour ma famille. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je ne voulais pas qu'ils perdent tout. Mais je savais que si je n'avais pas agi, ils auraient continué à vivre dans une illusion, détruisant l'héritage de mon grand-père. Je me suis souvenu quand j'avais 10 ans et mon grand-père m'a emmené dans un terrain vacant à Stanford où il prévoyait de construire. Il a pointé le pays vide et a dit, « Nathan, un jour, vous construirez quelque chose de la vôtre. Mais rappelez-vous, la construction est 100 fois plus difficile que de détruire. » Je l'avais fait, pas seulement avec de l'argent, mais avec mon cœur et mes principes. Un soir de fin d'année, je me suis rendu dans la vieille maison de ma grand-mère à Stanford. Il était toujours là, petit et simple, loin des demeures que mon père et mon oncle possédaient autrefois. Je me suis rendu sur le toit où elle et moi avions l'habitude de regarder les stars quand j'étais garçon. Le ciel nocturne était inchangé, rempli de stars scintillantes comme s'il racontait mon histoire, mes grands-pères, mes grands-mères. J'ai ouvert sa lettre, maintenant portée dans d'innombrables lectures. Laissez cet argent grandir à travers votre sagesse et vos principes. Je me chuchotais, grand-mère, je ne t'ai pas laissé tomber. Je ne sais pas ce qui deviendra ma famille. Peut-être que Lily trouvera un nouveau chemin, bien que je doute qu'elle s'éloigne de ses anciennes manières. L'héritage de Grand Fat Evie. Respirer dans l'hiver froid air, regardant les étoiles. Ils étaient toujours là, silencieux et éternels comme les leçons que mes grands-parents ont laissées. J'ai siroté mon thé, j'ai souri et chuchoté, merci, grand-père. Merci, grand-mère. Je n'avais pas besoin que le monde me reconnaisse. J'avais juste besoin de savoir que j'avais bien vécu et quelque part parmi les étoiles, mes grands-parents souriaient.